la tentative de coup d'État qu'il y a eu, est-ce que cela confirme le TOFA? Tous les Boukols, on l'avait dit au début de l'année, et les Boukols avaient été traités de tous les noms de politique. Les Boukols l'ont dit, et le rapport du TOFA l'a dit. Le signe a dit qu'il y aura beaucoup d'attaques. Et à l'époque, je me rappelle, les Boukols ont été clairs. On a dit que ce signe, c'est un signe de défense. Il y a des signes qui viennent, qui vont parler de l'argent, il y a d'autres qui vont parler plus de la natalité. Le signe a toujours un facteur prédominant. Et il faut oublier que c'est un signe qui dit défense. Renforcer vos défenses. Et si vous vous rappelez bien, ça dit PTK Milo Honko Khemalia Khemozrek PTK. Ça veut dire que tant que PTK est devant la porte, qu'aucun oiseau ne peut se faufiler. Ça veut dire qu'il y aura des intrusions. Des gens, vous avez vu des gens tenter de rentrer dans la résidence du chef de l'État, mais ils ont fait face à la résistance farouche des forces de l'ordre qui étaient là. Donc ce sont les forces de l'ordre là qui sont le PTK là. C'est la seule chose que moi j'ai à reprocher avec l'explication qu'il y avait eu à l'époque, parce que tout le monde disait que non, on a dit que le chef d'État doit s'éterniser, qu'il va rester là, on avait dit que le phare de la Constitution, les gens ont demandé comment la Constitution dit qu'on va faire 2 mandats, et le phare vient dire au chef de l'État de continuer. C'est la seule chose que moi j'ai vu. Sinon, le phare tout dit a été très bien interprété par le président du phare, mais vous savez, la population, quand quelqu'un va dans un sens, et que tout le monde suit, vous ne pouvez plus rien dire, vous n'allez qu'à voter, et après, on va voir les résultats. Les résultats sont là. On a eu l'attaque, mais de la même manière où le phare a dit que que personne ne pourra passer, les gens ont tenté, mais ils ne sont pas passés. Vous avez vu également au nord, les attaques djihadistes, tout ça. Quand le phare parle, c'est pas, je vous ai dit, le phare n'appelle pas des noms. Ce sont des lois. Ça veut dire qu'il y aura des attaques. Donc, c'est pas forcément lié au président, non. Mais au nord aussi, c'est la même chose. Voilà, ils ont tenté de rentrer, ils ont fait face à la résistance farouche des forces de l'ordre. Donc, ce signe de cette année, c'était un signe de défense en réalité qui disait de renforcer des défenses, qu'il y aura beaucoup d'attaques, beaucoup d'intrusions. Donc, c'est ça. Okay. Voilà. Mais les sacrifices ont été faits. Alors, pourquoi l'événement a quand même eu lieu? Oui, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le phare corrige. Quand le phare va vous dire, le phare te dit qu'il y aura un accident. D'accord? C'est un exemple que j'ai donné. Quand tu vas faire les sacrifices, c'est parce que tu ne verras pas l'accident, non? Tu verras l'accident, mais ce sera moins heure. Toi-même, tu vas te dire, si j'arrive pas à faire ce sacrifice, c'est sûr que je vais me passer. Ou bien, l'accident peut même avoir lieu et tu vas t'en sortir indemne. Et toi-même, tu verras que non, ce truc-là, si c'était pas ce sacrifice-là, il n'y a rien à faire. Donc, quand le phare dit quelque chose, vous aurez toujours le vent de la chose. Ça va toujours apparaître. Mais grâce au sacrifice, on s'en sort avec moins de conséquences. C'est ça, en réalité. C'est pourquoi on dit fort. Fort, ça veut dire réduire, diminuer, anéantir. Ça ne veut pas dire, voilà, atténuer, voilà, merci. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas exister, non. Ça ne veut pas dire éradiquer, mais atténuer, le fort, voilà. Donc, c'est ça, en réalité, les attaques auront lieu. Mais c'est grâce au sacrifice. Les Boukols peuvent dire qu'ils ont réussi parce que ils n'ont pas réussi leur coup. Les coups n'ont pas été réussis du nord jusqu'au sud, que ce soit les djihadistes, tout ça là. Ils ont échoué. Donc, les Boukols peuvent se réjouir que les sacrifices ont été bien exécutés. Ouais. On aurait dit le contraire si, malgré qu'on a dit que PTK, s'ils avaient réussi, ça veut dire que ce public-là n'est pas un vrai PTK. Ou bien que le travail n'a pas été bien fait. Donc, voilà. D'accord. Alors, en période de crise nationale comme actuellement, c'est quoi le rôle d'un prêtre phare? Vous savez, au temps des royaumes, le prêtre du phare était au cœur de la gestion de la cité. C'était le premier qui était à côté du roi. Pour toutes les décisions, il était consulté. Pour tout ce qui devait se faire, le prêtre du phare était là. Les grandes décisions du pays, que ce soit la guerre, l'économie, tout ça, le prêtre du phare. Mais aujourd'hui, on n'est plus à l'époque des royaumes. Aujourd'hui, nous sommes un pays et aujourd'hui, le président est là et il a ses conseils. Vous allez entendre les conseils du président. Ce sont les conseils qui donnent les orientations, le gouvernement demande des expertises. Il y a plusieurs styles d'expertise. On peut dire, dans tel cas, là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher des experts à l'étranger ou bien au Bénin et ils vont donner la conduite à tenir. Donc, aujourd'hui, le Boukolon n'est plus trop au cœur de la gestion de la cité. On remercie même le président Talon parce que c'est lui qui a réellement réinstauré le phare.
dans la gestion de la cité, si on peut le dire ainsi. Parce que les TOFA qui se consultaient avant étaient consultés par un groupe. C'était pas quelque chose du pays. C'est vrai que tout le monde y adhérait, tout le monde écoutait, tout le monde essayait de s'en approprier. Mais ceux qui géraient, c'était pas des gens désignés par le pays, c'était un groupe qui le faisait pour le pays. Mais aujourd'hui, ça a été récupéré dans le patrimoine national. Mais ce n'est pas encore comme au niveau des royaumes où sur toutes les décisions, on consulte le FA. Ce n'est pas encore le cas. Sinon, normalement, on devrait consulter un nouveau FA. Peut-être que ça a été fait en catégorie, je ne sais pas. Mais officiellement, ce n'est pas le cas. Voilà. D'accord. Alors, un sujet qui fâche, d'accord? Mais c'est nécessaire d'en parler. Les cyberprêtres, les prêtres arnaqueurs, les portefeuilles magiques, je vais dire. Comment un profane peut-il distinguer un vrai initié, un gardien de la tradition d'un charlatan? Est-ce que vous avez des red flags, des signes qui ne trompent pas? Écoutez, ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Parce que ça va être très compliqué. Pour que quelqu'un ne se trompe pas et qu'il puisse aller directement vers un vrai prêtre de foi, je lui dirais que cette personne assure beaucoup, qu'il consulte beaucoup de prêtres de foi, qu'il suit ce qu'ils disent, leurs raisonnements, ce qu'ils font, qu'il écoute les débats que les gens font sur les panels, etc., pour voir les raisonnements avant de choisir son prêtre de foi. Ça, c'est pour les gens qui sont connectés. Mais pour ceux qui ne sont pas connectés, il n'y a aucun moyen. D'accord? Il n'y a aucun moyen parce que on dit l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait d'abord le moine. Quand tu portes l'habit du moine, tu es d'abord considéré comme un moine jusqu'à ce qu'on t'essaye et qu'on se rende compte que tu n'es pas en réalité un moine. Donc, il n'y a aucune manière de savoir. Il n'y a aucune manière. Et normalement, c'est le gouvernement qui doit gérer cette partie-là. Parce que si on aspire à faire du tourisme, quand on aspire à prendre le vaudou pour faire le tourisme, c'est quand même le secteur tertiaire, ça ramène beaucoup d'argent. Et que les gens viennent voir dans les musées, qui viennent au Vaudou Days, tout ça là. Mais après, le côté culturel, les gens, tous vont s'intéresser au culte même, ils vont vouloir le culte. Et qu'ils commencent pas à s'essayer, qu'ils rencontrent des faux un peu partout. Parce que les gens qui sont connus, qui sont peut-être officiels, sont peut-être très chers ou qui sont peut-être occupés. Ils vont vouloir chercher d'autres personnes et comme ça, ils vont se rendre compte qu'ils se font arnaquer de fond en comble. Moi, j'ai toujours dit sur mes comptes, sur ma page TikTok par exemple, moi, je ne sais pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore essayé de réformer ce secteur-là parce qu'on a quand même eu des réformes un peu partout. Je me demande si c'est un problème de loi, si on ne trouve pas ça encore assez urgent, ou bien s'il y a un problème. Moi, je me pose la question parce que selon moi, c'est assez simple à faire. C'est très simple à faire, réformer ce secteur-là. C'est vite fait. C'est en 3 mois, on a fini avec ça. On a un répertoire de prêtres de foi qui sont reconnus. C'est vrai qu'on ne pourra jamais distinguer le vrai pour dire c'est le vrai, mais au moins on a quelque chose de potable. Comme on l'a fait, comme ils l'ont fait pour les artisans. Aujourd'hui, pour devenir artisan, il y a un test national qui se fait avec la mairie et ce n'est plus seulement le patron seul qui donne le diplôme. Donc, on peut faire un truc comme ça, recenser, appeler les gens, comme ils avaient démarré en temps, comme le groupe qui consultait le TOEFL avait démarré, de faire un recensement. Chacun donne 20 000, bien 30 000, on définit un montant, on essaye d'appeler les gens, tout le monde s'inscrit, on prend des boucons qui sont déjà connus, ils vont se tester entre eux. Ils vont se tester entre eux et on définit les boucons qui vont constituer les jurys. Parce que là encore, il y a un autre problème. Souvent ici, les choses sont faites, on choisit des gens à tout hasard et avec le risque en plus qu'encore choisir des gens qui sont encore nuls. Et ces gens-là qui sont nuls créent des problèmes aux gens qui connaissent un peu. Donc, on choisit un bon jury et les gens passent devant ce jury, on définit un questionnaire, vous passez, on va voir votre niveau, on va vous dire de consulter ou consulter ainsi, on va voir si quand même il y a le niveau, c'est pas un concours, c'est un examen. Donc, vous avez la moyenne, on peut vous attribuer une classe et dire, bon, ok, avec votre niveau là, bon, vous attribuez à telle classe, vous avez fait tel perfectionnement, on met une école là, et quelqu'un qui a la première classe, qui doit aller à une classe premium, c'est un exemple que je donne.
Vous devez aller à une classe première, bon, on dit, bon, ton niveau là, c'est comme ça. On t'attribue le type de bocolon, peut-être bocolon niveau 1, bon, tu dois faire telle classe là. Tu dois t'inscrire dans telle classe pour avancer dans ton niveau. Et tu as bocolon, tu as tel niveau, tu avances simplement. Et c'est tout. La personne a un papier officiel, on l'a évalué, on sait qu'il est bon. Celui qui n'a aucun niveau, on voit que non, lui, c'est un arnaqueur, etc. On va pas le chasser non plus. On dit, OK, inscris-toi ici, on va te frapper. S'il le veut toujours, mais s'il ne le veut pas, on va l'écarter. C'est comme ça, il y a un répertoire. Le gouvernement n'a rien à dépenser, n'a rien à perdre, c'est facile. Moi, je sais pas pourquoi ça ne se fait pas. Peut-être qu'il y a un plan qui est mieux derrière. Moi, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont vos impressions sur les Vodou Days? Vous en parlez tout à l'heure. Comment l'État pourrait le rendre meilleur, cet événement? Bon, moi, je suis un prêtre de phare, donc je ne pourrais parler que de ce qui concerne le phare. Les Vodou Days, vraiment, c'est très attractif. Moi, l'année dernière, j'ai fait pratiquement 2 heures hein, dans la voiture. Quand je suis rentré à Ouida, comme ça, j'ai fait 2 heures dans le bus avant de pouvoir garer. Heureusement que mon essence n'était pas terminée, sinon c'est fini pour moi. Donc, il y a un monde fou. Je crois l'année passée, c'était 300 000. Non, il y a un monde fou qui vient à cet événement. En fait, le Bénin a besoin d'événements attractifs. Il n'y en avait pas. Événements de distraction attractifs, culturels, il n'y en avait pas du tout. Donc, il y a un engouement fou autour de ça. On va encourager le gouvernement à continuer. Mais moi, j'aurais voulu ceci. Vous voyez les choses qu'on présente, les gens de Vodou passent, les gens de Vodou Sagwata passent, on danse. Et danse, les gens l'ont toujours fait. On a vu en Europe, les gens vont en Europe danser. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a par exemple les Agdias qui sont spécialisés dans les trucs contre les couteaux, où on peut faire des démonstrations mystiques, des gens qui mettent le feu sur les bras. Moi, j'aurais voulu que ce soit encore un peu plus élargi jusqu'à ce niveau. Et dans le domaine du phare, il y a pratiquement aucun événement pour révéler le phare. Ce sont les autres Vodounos qui révèlent leur divinité, ce qui est bien. Mais nous, les Bokonos, il n'y a rien qui nous révèle, il y a juste le Tofa. Et le Tofa, c'est à peine 15 minutes. Et encore là, il y a beaucoup. Moi, j'aurais préféré que on invite peut-être 10, 15 Bokonos qui font aussi un stand ou bien qui vont aussi passer, d'accord, pour donner des légendes du phare, des légendes édifiées avec des conclusions. Pourquoi on ne fait pas telle chose dans le monde? Pourquoi tel peuple fait telle chose? Pourquoi tel peuple fait telle chose? Et donner 2 ou 3 comptes. Ou bien encore, on peut prendre 10 Bokonos qui vont faire des stands où des gens peuvent venir se faire consulter, les étrangers, consulter à tout hasard. Ça va les amuser, mais en réalité, ça va les attirer. Mais les gens peuvent se faire expliquer leur signe du phare, hein, c'est quand même 3 jours. Donc, moi, j'ai vu que du côté du phare, il n'y a pas eu grand chose. À part le Tofa, il n'y a pas eu grand chose. Ce sont les autres qui ont eu plus de place. Donc, c'est ce que moi, j'ai trouvé par rapport aux Bundes. Voilà. D'accord.